il y a de nous dans Mélenchon. C'est ça que je veux dire. Il est le produit de 30 ou 40 ans de lutte, comme il est le produit du mouvement social, de la loi travail, des mouvements contre la loi travail, des gilets jaunes. Tout ça, ce qu'a fait Mélenchon, c'est qu'il a fait une synthèse de tout ça. Donc, en quoi je dirais que c'est un butin de guerre pour l'antiracisme politique, mais c'est un butin de guerre pour les gilets jaunes. C'est un butin de guerre pour les syndicalistes qui se battent pour leurs revendications au travail. C'est le butin de guerre des luttes. Le 6 décembre dernier, Jean-Luc Mélenchon comparaissait à l'Assemblée nationale au sein de la commission d'enquête sur les liens entre mouvements politiques et organisations et réseaux soutenant l'action terroriste ou propageant l'idéologie islamiste. C'est l'intitulé de cette commission. Une prestation politique qui a marqué l'opinion publique. On y a dépeint un Mélenchon professeur d'histoire qui a brillé par son savoir, et même du côté de la droite, on a regretté que Laurent Wauquiez du parti Les Républicains ait décidé de créer cette commission et d'offrir ainsi une tribune politique à Mélenchon. Rappelons que cette commission d'enquête, de l'aveu même de son président, est née de la publication d'un rapport en mai dernier sur l'entrisme des frères musulmans, mais aussi des travaux de Florence Bergeau-Blaclair, une chercheuse sur l'islam qui ne parle pas un mot d'arabe. Sur le plan de la crédibilité, c'est franchement pas terrible. Que faut-il penser de cette commission d'enquête qui a été aussi perçue comme une commission visant la France insoumise? Comment faut-il évaluer la prestation de Mélenchon? Je vous propose tout de suite un débrief avec Houria Boutelja qui nous fait le plaisir de sa présence. Bienvenue à toi Houria, salam alaikum, merci d'avoir accepté cette invitation. Wa alaykoum salam, merci. Ça tombe d'ailleurs très bien puisque ton nom a été prononcé au sein de cette assemblée. Comme quoi Oui. tu sembles être devenu officiellement l'éminence grise de LFI. On en reparlera. Je rappelle à nos auditeurs que tu es militante décoloniale, que tu officies régulièrement sur la chaîne Parole d'honneur, et que tu as publié plusieurs ouvrages dont certains ont été traduits dans plusieurs langues. On va citer Les Blancs, les Juifs et nous, vers une politique de l'amour révolutionnaire aux éditions La Fabrique, chez le même éditeur, Beauf et Barbare, Le Paris du nous, et aux éditions Météor, un livre coécrit avec Alain Brossat intitulé Clarification au pluriel. Houria, quelle analyse politique fais-tu de l'existence de cette commission d'enquête? Quel est son objectif? À quoi va-t-elle servir? Et juste après, on parlera de la prestation de Mélenchon. On t'écoute. Je pense que tout le monde le sait en fait. Il y a pas de, je vais révéler aucun secret. Je pense que cette commission avait pour but de piéger Mélenchon et de révéler ses accointances avec les islamistes, dont on ne saura jamais ce qu'ils sont, ce qu'ils représentent et surtout ce que signifie islamisme dans la bouche de ceux qui l'utilisent. Donc voilà, c'était une manœuvre politicienne assez pathétique, assez ridicule, qui s'est retournée contre ses initiateurs. Donc c'est l'histoire de l'arroseur arrosé. C'est hilarant, c'est comique, c'est jouissif d'une certaine manière ce qui s'est passé, parce que on peut le dire, Mélenchon a plié le game. Mais en fait, on a raison d'être admiratif par rapport à la performance de Mélenchon, mais il faut quand même se dire quand même une chose, c'est que il a joué sur du velours. Pourquoi? Parce que ceux qui l'accusent, en réalité, c'est pas seulement qu'ils se sont pas préparés, parce que c'est vrai on les a accusés, on a vu que CNews a reproché justement à la commission de ne pas s'être préparée. Ça, c'est sûr. Ils sont pas à la hauteur. Mais ils ne peuvent pas être à la hauteur. Pourquoi? Mais parce que ils s'auto-intoxiquent. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont créé un faux Mélenchon. Et moi, je le dis avec d'autant plus d'aisance que je sais que les médias, depuis quelques années même, très modestement, je le dis à ma hauteur à moi, ils ont créé une fausse Houria Boutelja. Ils ont créé une espèce de sorcière. Et en fait, il suffit de parler avec moi, de débattre avec moi pour savoir qu'en fait, que tout s'effondre quand on est dans des débats à la loyale. Eh bien, en fait, ils ont construit un faux Mélenchon. Ils ont construit un personnage. Ils ont construit des accointances avec des milieux qui n'existent pas. Un soutien à Poutine, alors qu'en fait, ils peuvent dire pendant des heures et des heures, nous ne soutenons pas Poutine, mais nous sommes contre la guerre en Irak, en Ukraine, et qu'on pense qu'il y a une issue diplomatique, mais Poutine n'est pas notre ami. Ils ont beau dire ça tout le temps, c'est un poutiniste par exemple. Donc tout ça, puisqu'il défend les musulmans, c'est un islamiste. Donc en fait, on veut créer
une organisation qui aurait des accointances ou des relations avec des islamistes. Mais tout ça, ce sont des inventions, ça n'existe pas. Donc, en fait, ils ont créé un faux personnage, une fausse organisation. Et vous vous souvenez du livre La Meute, truffé de mensonges et de fausses informations. Donc, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils finissent par y croire eux-mêmes, par s'auto-intoxiquer, et ils sont absolument convaincus que le personnage qu'ils ont créé, dont nous on sait qu'il est fictif, eh bien, il est réel. Eh bien, qui est apparu devant eux? Le vrai Mélenchon, la vraie France insoumise, avec un vrai programme, c'est-à-dire des gens qui travaillent, des gens qui ont un objectif politique. Et donc là, ils ne peuvent que être perdants. Et en réalité, la meilleure chose à faire, c'était précisément de ne pas s'affronter à lui, de continuer, de leur point de vue. Si j'étais eux, moi j'aurais continué à faire de la démagogie, à faire de la propagande anti-Mélenchon. Vous voyez, Ça, c'est pas possible. C'est à partir du moment où ils font une commission d'enquête non, mais qui vise à la fille, ils sont obligés de l'appeler. Je parle de la commission d'enquête. Ouais. La commission d'enquête était une erreur, puisqu'ils ont les médias avec eux qui font D'accord. cette propagande anti-Mélenchon. Il faut s'en tenir là. Mais à partir du moment où on est obligé de la jouer à la loyale, eh bien là, c'est l'arroseur arrosé. Et là, on ne peut que se gausser de leur immaturité politique, d'une certaine manière, presque de leur naïveté d'avoir cru au personnage qu'ils ont créé. On rigole, c'est très marrant. Alors, quand même, une dernière question sur cette commission. On sait donc, je disais que finalement, elle s'appuyait de l'aveu de son président sur ce rapport qui était sorti en mai dernier. Bon, rapport qui avait été sévèrement critiqué. On montrait les nombreuses contradictions dans ce rapport. On brandit une menace qui n'existe pas, hein, tout simplement. Même quelqu'un comme Bernard Godard, qui était ancien fonctionnaire des renseignements généraux, avait déclaré désigner ainsi les frères musulmans comme l'ennemi intérieur à qui on fait tout porter, c'est de la folie. Voilà, on est vraiment dans le registre pathologique. Alors, est-ce que tu vois dans cette commission d'enquête, est-ce que tu y vois du complotisme? Est-ce que tu y vois de la paranoïa? Ou est-ce que tu vois un calcul conscient? C'est-à-dire, en gros, on construit en conscience, froidement, une menace dont on sait par ailleurs qu'elle n'existe pas, et on le fait pour des raisons politiques. Et quand je parle de menace, ici, je ne parle pas de terrorisme, hein, mais je parle de l'entrisme des frères musulmans en politique, et aussi de cette accusation de séparatisme. Alors d'abord, je crois qu'ils construisent effectivement en conscience, parce qu'en fait, moi je pense qu'il n'y a pas, que les ennemis dont ils rêvent n'existent pas. Ils aimeraient qu'il y ait des islamistes organisés. Ils aimeraient qu'il y ait des menaces terroristes. Ils aimeraient qu'il y ait plus d'antisémitisme qu'il n'y en a. Or, en réalité, toutes ces potentialités dans une société, elles existent, c'est pas la question. Mais l'hypothèse sérieuse comme quoi elles menacent la France, ça c'est quand même une autre question. Et moi je pense que précisément c'est faux. La seule menace réelle, tangible qui existe, c'est celle du programme ultralibéral de Macron. C'est pas une menace, c'est une réalité. Ça, c'est une menace pour l'ensemble de la société. Ça nous fait regresser. Ça, l'autre menace, c'est celle du fascisme. C'est effectivement une droitisation, une accélération du danger fasciste. Ça, c'est une réalité absolument tangible, pour la simple et bonne raison qu'elle n'est pas le simple fait d'organisation sur le terrain, ou disons de marginaux, ou d'organisations un peu sectaires. Il s'agit d'un fascisme qui, lui, grandit à l'intérieur de l'État. Donc vous voyez bien que là, on est quand même dans des niveaux, dans des échelles qui sont quand même pas les mêmes. Dire qu'il y aurait quelques islamistes par-ci, ou potentiellement des menaces terroristes qu'il faut pas nier, qui sont tout à fait possibles. Dire qu'il y a ça et ne pas les mettre au regard du réel danger politique qui menace l'ensemble de la société, qui est à la fois l'ultralibéralisme et le fascisme, ça c'est un problème. Or, il se trouve que ceux-là même qui sont à l'origine de cette commission sont ceux-là même qui participent à l'accélération du fascisme. Et donc, et qui soutiennent le projet ultralibéral. Donc, on voit bien qu'ici, ils ne peuvent pas se permettre de condamner leur propre projet, et donc c'est pour ça qu'ils font le voile sur
le danger qu'ils représentent eux-mêmes pour la société. Et en parallèle, ils ont besoin de créer des ennemis. Alors les ennemis, c'est qui? Ben, c'est précisément le flou. Il y a un grand flou autour des ennemis. L'islamisme. Bon, ça fait 40 ans qu'on nous parle d'islamisme. À un moment donné, il va falloir qu'on nous explique c'est quoi l'islamisme. Et évidemment, on ne sait pas ce que c'est. Parce qu'il ne faut surtout pas, nous dit-on, faire l'amalgame entre islam, Ouais. islam politique et islamisme. Bien, mais comment? Dites-nous exactement comment vous faites le distinguo. Bon, on ne sait pas, puisqu'en fait, un barbu, quelqu'un qui porte la barbe, aujourd'hui, on sait très bien qu'il est quasiment considéré comme un islamiste. Donc, vous voyez bien qu'on ne sait pas où ça commence, où ça finit. Maintenant, concernant l'islam politique, bon, il faut être, à un moment donné, il va falloir qu'on ait un discours d'honnêteté si on veut être à la hauteur des idéaux démocratiques d'une société. Bon, l'islam politique, qu'est-ce que c'est? C'est faire de la politique à partir d'un référent religieux, ici, l'islam. Ça ne veut rien dire, si ce n'est la phrase que je viens de dire. Mais en Faire de France, ça n'existe pas. En France, déjà, ça n'existe pas. Il n'y a pas la... il y a En pas de dehors, parti islamiste j'y arrivais, revendiqué comme tel qui font j'y campagne. arrivais, j'y arrivais, mais d'abord D'accord. commençons par le début. L'islam politique, et moi je préfère dire islam politique que islamisme, qui est déjà très connoté négativement, parce que l'islam politique, ça peut être juste un fait objectif politique. C'est un groupe de personnes qui décident d'avoir comme référent une religion, la leur, l'islam, pour faire de la politique. Bon, maintenant, ce qui compte, c'est, là pour l'instant, j'ai pas dit grand-chose. J'ai simplement fait une définition très superficielle. C'est la base. Mais ensuite, on veut savoir quoi? Quelle politique, hein? Si des gens qui se réfèrent à l'islam, à la politique, en prenant comme arrière-fond l'islam ou comme base idéologique l'islam, mais dont le programme est un programme social, d'égalité, anti-impérialiste, anti-raciste, d'égalité homme-femme, pourquoi pas, eh bien, euh, il faut juger le programme de cet islam politique précis. Or, l'islam politique, quand j'ai dit ça, c'est comme tout, c'est comme la gauche. La gauche européenne, elle va de François Hollande, de Tony Blair à la bande Abadère. Ça, c'est la Ouais, gauche. ouais, il faut un sacré effort d'imagination pour mettre François Hollande dans la gauche aujourd'hui quand même. Oui, mais c'est pas moi qui décide qui est à gauche. Je dis que dans Ouais. le champ politique européen, on considère comme étant de gauche le Parti socialiste, d'accord, ou le Parti travailliste en Angleterre, jusqu'à la bande Abadère, d'accord. Donc, si on se contente de dire gauche, sans dire de quelle gauche il s'agit, eh bien, on n'a rien dit de la gauche. C'est ça que je veux dire. Eh bien, c'est D'accord. pareil pour l'islam politique. Si on ne dit pas de quel islam politique il s'agit, on ne dit rien. Il y a les frères musulmans, par exemple. Il y a un islam politique au Maroc qui siège au Parlement. Bon, ce sont des démocrates. Il y a un islam politique anti-impérialiste qui défend, qui défend comment dire, qui agit à des fins nationalistes et d'indépendance nationale. Il y a un islam terroriste. Il y a un islam rigoriste, réactionnaire. Il y a un islam politique qui est impérialiste, libéral. Bon, eh bien, quand on sait tout ce que revêt l'islam politique, moi, j'attends qu'on me dise dans une commission de ce type, de quoi parle-t-on? Ça c'est la première question. Mais deuxième question, y a-t-il en France une organisation qui se revendique de l'islam politique? Je n'en connais pas. Je n'en connais pas. C'est-à-dire que les gens qui font de la politique sur le terrain, qui sont des militants, tout le monde est identifié sur le terrain. Qui est qui fait quoi? C'est quand même pas compliqué. Donc là, vous voyez, là, en fait, ce qui se passe, c'est que d'abord, on brouille. Moi, d'abord, il y a de la manipulation, mais je trouve qu'il y a un irrespect pour le public, pour les citoyens de ce pays, de leur faire croire, d'insinuer dans leur cerveau qu'il y a un danger sans aller dans les précisions que je suis en train de donner ici, qui sont des précisions rationnelles. C'est comme ça qu'il faut parler au grand public. C'est ça qu'il faut leur dire. Il faut commencer déjà par nous dire, mais de quoi parle-t-on quand on parle d'islam politique? Alors, à partir de là, quand moi je donne cette définition-là, eh bien, c'est hyper facile pour Mélenchon de se défendre, parce que lui, il dit, c'est qui les... Quand on a dit ça, on n'en connaît pas. Alors, par contre, et mon avis, c'est ça, et c'est là où ils veulent tenter de le piéger, c'est qu'en fait, Mélenchon, en revanche, se positionne contre l'islamophobie. Mais ça, c'est pas faire de l'islam politique. Ça, c'est faire de l'antiracisme.
Bah, on a certains éditorialistes ont essayé de vendre en France l'idée que le terme d'islamophobie serait une invention des mollahs iraniens, donc en gros, voilà, d'un régime islamiste, c'est-à-dire de l'islam politique, comme d'autres. Bon là, dans une autre tradition. Bon, maintenant les travaux, on sait très bien que ça, c'est faux, que ce terme ne vient pas du tout. L'Iran n'a pas inventé ce terme. Voilà, donc effectivement, là, on est vraiment dans le vide. Alors. On va justement maintenant passer à la prestation de Mélenchon. Qu'est-ce qui t'a plu ou pas plu, hein, déplu ou surpris dans son discours? Alors oui, donc moi, ce qui m'a plu, c'est d'abord la langue. Moi, je suis attachée à la langue française, que j'aime beaucoup. Et ça, déjà, on a du plaisir à l'écouter. Et donc, j'ai trouvé ça, cette phrase sur le net. Mélenchon parle et soudain, la langue française se souvient d'elle-même. Voilà. Eh ben ça, je trouve que c'est Ouais, c'est une déjà... belle phrase. C'est une belle phrase. Hein. Ouais, Ouais. ouais, ben celui qui a produit cette phrase a un sens Et de la la langue française prose. se souvient d'elle-même. Et pourquoi? Parce que il fait vieille France, mais quelque part, on a un peu la nostalgie de cette France-là. Pourquoi je dis la nostalgie, mais pas la nostalgie au sens réactionnaire, au sens où le monde du capitalisme, le monde moderne, le monde libéral, en fait, qui prétend défendre les valeurs françaises, moi je pense qu'en fait ils détruisent la langue. Je pense que c'est l'école française qui est censée euh, nous construire, eh ben, comme en fait elle nous spécialise pour être des travailleurs et pour être exploités, pour aller vite, hein, eh bien en fait elle a sacrifié cette richesse de la langue à des fins comment dire, de marché du travail. Il faut être adapté au marché du travail. En fait, on n'a pas besoin de la langue, on n'a pas besoin de littérature, on n'a pas besoin de poésie. Or, Mélenchon, il remet la poésie sur le devant, et ça, c'est une grande qualité, et je pense que ça touche les gens. Bon, ça, moi ça me touche, par exemple, j'ai des plaisirs à l'écouter, ce qui est déjà pas mal, parce qu'une commission d'enquête, je veux dire, depuis le départ, ça fait longtemps qu'elle existe, cette commission d'enquête, en fait, on ne retient que la prestation de Mélenchon, parce que le reste, à mon avis, de la langue de bois, pour la plupart du temps. Maintenant, sur le fond, je dirais, je lui donnerais, euh, comment dire, moi je suis une militante Une décoloniale. note, une note sur Moi 10. je suis une militante décoloniale, donc en fait, il a encore du chemin à faire, Mélenchon. Il a encore du chemin à faire. Mais le chemin qu'il a parcouru, il est déjà un peu magique, du point de vue d'où on vient. Et de point de vue d'où lui, il vient. Il est très ferme sur l'islamophobie. Il redit qu'il ne regrette pas d'avoir marché en 2019 contre l'islamophobie. Il reste ferme, évidemment, sur la Palestine, sur qui est important pour nous, les violences policières. Il a un projet. Il n'a pas froid aux yeux. Il ne bégaye pas. Il n'a pas peur de son projet. Il respecte son public. Il est pédagogue. Euh, Politiquement, il va loin, je veux dire, par rapport si on comprend la violence du champ politique français, de plus en plus réactionnaire, concernant le racisme, concernant l'antiracisme en particulier, ce qu'ils se prennent dans la gueule, les insoumis sur leur supposé antisémitisme. Voilà. Bon, franchement, Vous trouvez on a de la qu'il va assez chance. loin? Par exemple, sur l'islamophobie, il faudrait vérifier, mais à ma connaissance, je ne crois pas que dans son programme, alors là je parle du parti hein, de LFI, la France Insoumise, je ne crois pas que l'abrogation de toutes les lois islamophobes soit un projet qui soit porté par le parti. Absolument. Voilà, Mais c'est donc par exemple, parce que sinon on reste. Alors, c'est important symboliquement, psychologiquement, le discours pour dénoncer l'islamophobie, etc. C'est quelque chose qui est assez rare et même complètement rare au sein de l'Assemblée nationale. Donc c'est important de le souligner effectivement. Mais après, si on veut aller concrètement sur des positions politiques, on se rend compte que finalement, voilà, est-ce que LFI va assez loin concrètement dans ses positions là-dessus? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pour ça que je dis que moi je suis une militante décoloniale et que nous on demande l'abrogation de la loi. Mais moi je ne suis pas l'AFI et je ne représente pas 20% de l'électorat. Or cet électorat-là, il n'est pas que musulman, il est même majoritairement non musulman. Ça c'est une chose. La seconde chose, c'est Comment on qu'en le sait fait ça? Il y a des études là-dessus qui sont faites sur sur les l'électorat de LFI?
L'électorat musulman est minoritaire démographiquement, c'est tout. Oui. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Je veux dire, c'est évident que le gros de l'électorat de Mélenchon n'est pas musulman. Ça, on est une minorité en France, contrairement à ceux qui pensent qu'il y a un grand remplacement. Donc ça, c'est une chose. La question, le reste, c'est une question de stratégie politique. Est-ce que, en radicalisant son discours sur l'islamophobie et en demandant l'abrogation de la loi, ce que moi je soutiens, moi je pense qu'il faut abroger cette loi. Est-ce qu'il fait toujours 20% ou 25% ou est-ce qu'il atteint le deuxième tour en radicalisant son discours sur l'islamophobie? C'est une question de type stratégique. Voilà. C'est pas à moi de répondre à cette question. C'est la France Insoumise, je n'en fais pas partie. Je dis les limites. Je dis moi, je pense que si on veut en finir avec l'islamophobie, il faut abroger cette loi. Mais ça, c'est moi qui le dis. Et moi, je ne fais pas 25% j'ai pas une organisation à 25%, c'est tout. Donc voilà, c'est tout. Il est là-dessus, Il évidemment. mobiliserait pas, selon vous, politiquement, électoralement, il mobiliserait pas s'il irait jusque-là? Il perdrait en points, selon vous? Alors, ce que je pense, c'est qu'il y aurait une telle campagne contre lui, c'est-à-dire que la campagne contre lui, elle s'intensifierait, ça c'est un. Et je pense, et ça, il faut qu'on se le dise, nous, entre musulmans, elle a été acceptée. C'est-à-dire qu'en fait, elle a été acceptée. Ça ne veut pas dire que moi je l'accepte. Hein. Moi, je pense qu'il ne faut pas l'accepter. Mais je pense que l'électorat musulman n'est même pas demandeur d'aller aussi loin. C'est-à-dire qu'en fait, je ne suis même pas sûre qu'il rassemble autour de cette idée, largement. Moi-même, je ne suis pas convaincue. Je pense que nous sommes une minorité dans ce pays à demander l'abrogation de la loi, sincèrement. Je pense qu'elle a été... C'est paradoxal ce que vous dites. C'est paradoxal parce que vous dites, vous n'êtes pas sûr, vous doutez du fait que la majorité de l'électorat musulman qui vote en France et a fortiori qui vote pour Mélenchon, pour eux, c'est pas important de la levée des lois islamophobes parce qu'il y a celle de 2004. On pourrait aussi parler de la loi de 2021 sur le séparatisme. Je ne dis pas que c'est pas important. Moi, je dis que de mon point de vue, c'est très important de l'abroger et que c'est même une condition sine qua non de la fin de l'islamophobie structurelle. Donc, ouais. C'est pas important. Je dis que je ne constate pas sur le terrain une volonté politique large de vouloir la défendre, enfin l'abroger. Je pense qu'il y a eu une espèce d'acceptation, ce qui est absolument triste, mais acceptation du point de vue d'un groupe minoritaire qui, qui d'une certaine manière, par réalisme, par connaissance de son rapport de force, abandonne. Il y a une forme de reddition, politique là-dessus? Ça, si vous me dites, il y a des millions de gens qui demandent et ça se saurait, ça se sentirait. Il y aurait des grandes manifestations, on serait très soutenus. Ce n'est pas le cas, malheureusement. Je veux dire, c'est la condition de l'indigène. Enfin, je reviens à notre grille de lecture de qu'est-ce que c'est que être un indigène en France. C'est quand même, on est quand même dans un rapport de force ultra minoritaire. Et bon, voilà, c'est ça. Donc, nos luttes, depuis 20 ans, 30 ans contre l'islamophobie, nous ont amenés à faire progresser une partie de la gauche sur l'islamophobie. C'est ça qu'on a réussi à faire. On n'a pas réussi à arriver à ce niveau de conscience politique qui consiste à faire comprendre à une majorité de gens, blancs et non blancs, qu'il faut abroger cette loi qui est une loi raciste. Mais ça, c'est une bataille politique qu'il faut mener. Alors ton nom, je le disais, a donc été cité à propos d'une ancienne déclaration où tu parlais en substance de Mélenchon comme d'une prise de guerre. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord le contexte de cette déclaration et sa signification? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, sa signification, c'est la suivante. Je viens de l'histoire des luttes de l'immigration. Et les deuxième et troisième générations, d'après la marche pour l'égalité contre le racisme de 83, on est collectivement traumatisés par la question de l'instrumentalisation. Jusqu'à aujourd'hui, n'importe quel Pékin des quartiers indigènes issus de l'immigration, sa première question, c'est est-ce que Mélenchon va nous instrumentaliser? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on va se faire avoir encore une deuxième fois? Il vient du PS, il est fourbe, en fait, il est électoraliste, il vient vers nous parce que il veut juste prendre nos voix. Comment on fait
pour Vous pensez convaincre. quoi de ça? Vous pensez quoi? Est-ce qu'il y a un risque, là, même minime, pour vous, ou Non, est-ce que vous êtes définitivement moi, convaincu que... non, moi je pense, moi j'ai une lecture très matérialiste de ce qui est en train de se passer. Je pense que Mélenchon et la FI ont fait une rupture. La première rupture, c'est d'avoir quitté le PS. Ça, c'est un grand acquis. Et ça, je suis désolée, c'est sa gloire d'avoir quitté le Parti socialiste. Il a quitté le Parti socialiste après 2005, après la loi sur le référendum sur la Constitution européenne, parce que le peuple a été trahi. Il a quitté le PS. C'est un grand acquis. C'est un vrai acte politique. Il prend des coups sur l'islamophobie. Il prend des coups sur les violences policières. Il prend des coups sur la Palestine. Si l'AFI n'avait pas été là après le 7 octobre, c'est nous, les militants pro-palestiniens, qui aurions pris toutes les balles. L'AFI a été une espèce de pare-feu, de gilet pare-balles. C'est eux qui ont pris pour nous. Ils ont tous pris pour nous, d'une certaine manière. Donc, quand une organisation politique accepte de jouer ce rôle et d'être à la hauteur du projet qui est celui de faire peuple, eh bien, moi, je ne crois pas qu'on se foute de notre gueule. Ça, c'est un. Deux, héritière de cette histoire, moi, je ne mets pas toutes mes billes. Moi, je ne suis pas à l'AFI. Moi, je dis que dans la mesure du possible, il faut rester à l'extérieur. Il faut rester dans le mouvement social. Il faut prolonger, renforcer l'antiracisme politique à l'extérieur. Bon, ça, c'est mon point de vue. Mais en même temps, il faut soutenir ceux qui nous soutiennent le plus. Et pourquoi moi j'ai besoin de dire que c'est un butin de guerre? Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai affaire à cette population qui est désabusée. Lorsque je dis que c'est un butin de guerre, ça veut dire nous avons lutté pendant 30 ou 40 ans. Nous avons fait progresser la gauche radicale, la gauche de rupture dans le sens d'un antiracisme politique. Le Mélenchon d'aujourd'hui, il est en partie le produit de nos luttes. Donc, l'AFI est à nous. La manière dont elle a progressé, elle est à nous. On le doit aussi aux luttes de l'immigration depuis 40 ans. Ça fait 40 ans qu'on dit, parce que c'est pas Mélenchon qui a inventé les luttes contre les violences policières. C'est pas lui qui a inventé la lutte contre l'islamophobie. C'est pas lui qui a inventé les luttes panafricaines. C'est pas lui qui a inventé les luttes anticolonialistes en France, ou les luttes de l'immigration, les luttes ouvrières de l'immigration. C'est pas lui qui était au centre de tout ça. Il y a eu les travailleurs immigrés, il y a eu les sans-papiers, il y a eu les travailleurs immigrés, les travailleurs arabes, il y a eu le mouvement de l'immigration et des banlieues, il y a eu les collectifs contre la double peine. Plus tard, il y a eu le collectif contre l'islamophobie, il y a eu les indigènes de la République, il y a eu la BAN, la brigade anti-négrophobie, il y a aujourd'hui Urgence Palestine et tous ceux qui les ont précédés, il y a l'UJFP, donc là il y a Urgence notre police assassine, il y a la Voix des Roms. Je veux dire, il faut bien qu'on se rende compte que toutes ces luttes, à un moment donné, elles produisent quelque chose. Et elles ont produit quoi? Une gauche plus conséquente. Donc Et pour toi, Mélenchon, c'est le résultat d'un travail collectif? c'est C'est-à-dire, le est-ce que résultat tu des luttes n'attribues collectives. Donc, pas à... Oui. Mélenchon, il y a de nous dans Mélenchon. C'est ça que je veux dire. Il est le produit de 30 ou 40 ans de lutte, comme il est le produit du mouvement social, de la loi travail, des mouvements contre la loi travail, des gilets jaunes. Il s'est radicalisé aussi sur ces questions-là, sur les questions, sur la loi contre la retraite à 62 ans ou 63 ans, enfin la dernière loi. Donc en fait, tout ça, ce qu'a fait Mélenchon, c'est qu'il a fait une synthèse de tout ça. Donc en quoi? Je dirais que c'est un butin de guerre pour l'antiracisme politique, mais c'est un butin de guerre pour les gilets jaunes. C'est un butin de guerre pour les syndicalistes qui se battent pour leurs revendications au travail. C'est c'est le butin de guerre des luttes. Alors, c'est Donc intéressant. ma phrase, non seulement elle n'est pas fausse, mais elle nous réhabilite. C'est pas qu'il y a un mouvement, la France insoumise, qui a poussé comme un champignon comme ça. Ex nihilo. Ex nihilo. Donc oui, c'est le butin de guerre du peuple français dans toutes ses composantes. Et donc, ceux qui aujourd'hui font des caprices de marquise
Parce qu'ils vont pas mettre leur bulletin à l'AFI parce que l'AFI elle est pas ci, elle est pas assez ça, ou parce qu'on n'y croit pas, ou parce qu'il faudrait qu'ils nous donnent plus de preuves. Eh bien, c'est des gens qui feront le jeu, de mon point de vue, des adversaires, ni plus ni moins. Alors sur la question de l'islamophobie et du rapport à la religion en général, on se souvient que Mélenchon, il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, avait encore des positions, disons, anticléricales, bon, sur la question du voile par exemple. Durant la commission hein, dont on parle dans cette émission, il a expliqué les raisons de son anticléricalisme et aussi les raisons de la fin de son anticléricalisme. Donc il expliquait que bon qu'il avait reçu une éducation catholique, il était enfant de cœur et que ses parents catholiques avaient divorcé que l'Église ne reconnaissait pas ce divorce et donc que ça avait alimenté chez lui cet anticléricalisme. Donc ça, on parle de sa jeunesse, donc des motivations affectives et on va dire psychologiques. Et finalement, qu'il en était sorti en Amérique latine, puisque des prêtres et des bonnes sœurs chrétiennes qui étaient engagés politiquement, avaient été assassinés politiquement par des régimes d'Amérique latine, et que donc ça l'avait bouleversé, et que finalement il était sorti de son anticléricalisme. Ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, on a des motivations affectives. C'est pas seulement ou prioritairement, en tous les cas dans son récit, un choix intellectuel, c'est-à-dire une grille de lecture intellectuelle, froide, qui fait que voilà, je me détermine comme ça, je suis un matérialiste intégral, voilà. Mais il y a aussi des dimensions affectives. Donc je trouvais que c'était des anecdotes intéressantes sur la question de l'islamophobie, et lui-même n'évoque pas justement ce rapport à tous ces mouvements de lutte que toi tu as mentionné. Alors bon, on peut comprendre que ça obéit à la même logique que tu évoquais tout à l'heure sur le fait que bah, électoralement, voilà, il n'y a pas que enfin la composante musulmane ou la composante des racisés, elle est minoritaire et qu'il y a des logiques électoralistes. Comment toi tu vois la question là-dessus? Est-ce que ça t'a Alors, inspiré ça? quelle question exactement? Alors sur justement comment lui-même justifiait la fin de son anticléricalisme, qu'on comprend aussi naturellement comme expliquant son changement de position, par exemple sur l'islam ou sur le voile ou sur Il a la fait, il a fait visibilité un religieuse. cheminement. Il a fait un cheminement qui est pas simplement que d'ordre affectif. Il a donné l'exemple de sa grand-mère et de sa mère qui portaient le voile. Et il a fait aussi l'expérience de la théologie de la libération en Amérique latine. Et donc là, il voit que politique et religion peuvent s'articuler. Bon, ça c'est déjà, c'est pas que affectif, c'est aussi un cheminement politique. Concernant l'islam et l'islamophobie, il a déjà, je l'ai déjà entendu dire, j'ai parlé à des femmes musulmanes, j'ai échangé avec elles, elles m'ont touchée. Elles sont venues vers moi lors de la marche de 2019 et il a vu dans leur regard la reconnaissance qu'ils avaient de femmes que lui, il fréquentait pas, il voyait pas ce genre de femmes. Et donc là, d'une certaine manière, les femmes musulmanes, elles sont matérialisées, elles sont humanisées à ses yeux. Et là, je pense qu'il y a eu un truc, aussi un espèce de déclic à la fois affectif, de l'ordre de l'affect, mais qui a déclenché une réflexion politique. Donc il y a tout ça. Donc je pense que il a compris. Et puis je pense que il faut être vraiment de mauvaise foi aujourd'hui pour ne pas comprendre la fonction idéologique de l'islamophobie. Quand on sait que lui, son projet, c'est de faire peuple, eh bien, on fait peuple avec toutes ses composantes, dont les musulmans, c'est tout. Voilà. C'est ça la France. Si on considère la France comme peuplée d'une société politique, avant qu'elle soit religieuse ou culturelle ou je sais pas quoi, eh bien, tout le monde, le peuple doit être composé de tout le monde. Voilà, c'est ça en fait. Hein. Et donc, pour lui, les musulmans aujourd'hui font partie du peuple. Moi, je pense que c'est assez clair. Hein. L'offre, elle est tout à fait correcte vis-à-vis de nous. Alors très bien. Alors je voudrais qu'on parle maintenant, Julia, de l'affaire Julien Terry. Donc professeur, donc Julien Terry, c'est un professeur d'histoire à l'université de Lyon 2 qui a été suspendu à titre conservatoire après avoir appelé à boycotter une vingtaine de personnalités qualifiées, je cite, de génocidaires. Donc cette suspension a été décidée à la suite du signalement. Il y a donc un signalement a été fait auprès du procureur de la République de Lyon par l'Université de Lyon, qui a estimé, je cite, que la teneur des propos et du visuel, donc c'était une publication sur Twitter, enfin X, n'est pas compatible avec les valeurs de la République et de l'université. Mélenchon, toujours lui, a déclaré à ce propos
Je cite, cet enseignant n'est pas antisémite, il ne l'a pas été et il ne le sera jamais. Donc je vais te poser la même question. Quelle est ton analyse politique de cette affaire? Qu'est-ce qu'elle dit du climat politique dans lequel on évolue? Alors, ce que j'en dis, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, on est en période de fascisation de l'État. Ça, faut pas se raconter des histoires. Ça veut dire qu'en fait, on est sous la menace de la fin des libertés académiques, universitaires, syndicales, politiques. Et Julien Terry est l'une de ces victimes-là. Mais j'aimerais quand même dire que Julien Terry, il fait un peu l'actualité aujourd'hui, mais avant Julien Terry, il y a d'abord tous les anonymes dont on gèle les comptes bancaires, ne serait-ce que parce qu'ils ont fait des posts pro-palestiniens ou contre l'islamophobie. Il y a des tas, d'abord, de musulmans qui sont les victimes de cet illibéralisme, c'est-à-dire de cet autoritarisme et de ce manque incroyable aux libertés fondamentales. Je veux dire, on gèle des comptes en banque de milliers de gens en France et tout le monde s'en fout. Mais pourquoi? Parce que ce sont des anonymes. Je commence par eux, parce que c'est ceux qui sont les moins défendus. Bon. Et puis, les imams, un peu plus connus, mais qui ne trouvent aucun soutien. Abdelrahman Ardouane, l'imam Aoussat, c'est pas l'imam, excusez-moi, mais en tout cas. Il était imam, mais il est plus imam aujourd'hui. Nordin Aoussat. Nordin Aoussat. Je ne veux pas tous les nommer, mais je veux dire, c'est quand même, c'est d'un scandale sans nom, la manière dont on traite les imams. Et entre parenthèses, hein, alors parce qu'ils seraient sexistes, parce que ils sont homophobes ou je sais pas trop quoi, ou alors soit ils sont sexistes, soit ils sont homophobes, donc ils sont pas entre guillemets progressistes, ou alors ils sont trop pro-palestiniens, ou ils font de l'apologie de terrorisme. C'est ça, c'est l'apologie du terrorisme, ouais. Mais sur le volet, non, mais pas que ça. Mais oui, aussi je veux dire, aujourd'hui, l'accusation sur la question palestinienne, c'est ça, ouais. Ils ont des propos sexistes. Aujourd'hui, là, au moment où on parle, la femme de Macron, Brigitte Macron, est au cœur d'un scandale ultra sexiste. Ultra sexiste. Eh bien, on vire des imams pour la même chose. Mais c'est la femme du président. Donc, il y a une hypocrisie sans nom. Ce qui prouve bien que le sexisme n'est pas la question. La défense du progressisme n'est pas la question et ne l'a jamais été. Le problème, c'est le racisme, c'est l'islamophobie. Et c'est la manière dont aujourd'hui, pour détourner le regard des trahisons et de la manière dont l'État va sacrifier son peuple à l'ultralibéralisme, et c'est à ça qu'on nous prépare, et à la guerre. Pendant qu'on prépare ça, on vire des imams, soi-disant parce qu'ils sont ci, ils sont ça. On voit bien que si c'était réellement le sexisme, eh bien, on porterait plainte contre Madame Macron, ce qui n'est pas le cas et ce qui n'arrivera pas. Parce que ce n'est pas la question des femmes qui est au cœur de ce sujet. Donc, pour revenir à notre affaire, donc, Julien Terry, qui est un homme absolument intègre. C'est un homme intègre. Et quand on est intègre, on peut faire des conneries. Ça arrive à tout le monde de faire des conneries. Le visuel en question n'était pas heureux. Ce n'était pas un visuel antisémite, mais il n'était pas heureux parce que possiblement interprétable. Donc je dis qu'il n'est pas heureux. D'accord. Donc on peut faire des bêtises, on peut faire des conneries. Ça m'arrive à moi, ça arrive à n'importe qui. À n'importe qui. Parce que nous ne sommes pas des hommes, des humains parfaits. Et la religion islamique nous l'apprend très bien. Nul n'est parfait. Et donc, il n'y a pas de perfection. Et on l'est d'autant moins dans des sociétés qui sont structurellement racistes, sexistes, homophobes, de classe. Ce genre de sociétés ne produisent pas des gens parfaits, puisque les humains de ces sociétés-là, produits par ces États-là, sont à l'image de l'État en question. Et il se trouve que Julien Terry fait partie de ceux qui sont absolument impeccables politiquement. Absolument impeccables. Donc c'est une nouvelle instrumentalisation de la question de l'antisémitisme. C'est une nouvelle instrumentalisation. C'est quelqu'un qui est politiquement... on lui fait payer ses positions politiques. Il est pro-palestinien. Il est contre l'islamophobie. Il est contre le racisme. Il est de ceux dont on dirait...
qu'ils sont islamo-gauchistes. Mais surtout, parce que s'il était un lambda, on s'en foutrait. Mais c'est un prof d'université, c'est un médiéviste très reconnu, c'est un historien. Donc, le problème aujourd'hui, et on le sait, c'est la chasse aux sorcières à l'intérieur de l'université, parce que si on tolère des islamo-gauchistes de manière extrêmement marginale dans le débat public, on ne les tolère pas à l'université. Parce qu'il ne faudrait pas que les idées politiques dites islamo-gauchistes, qui sont simplement des idées de justice sociale, hein, eh bien, elles reprennent de la vigueur à l'intérieur de l'université, là où on les en a chassées. Parce que l'université est finalement, comme le dit, je ne sais plus qui avait parlé des appareils idéologiques de l'État, c'est un appareil idéologique de l'État. Et donc, il ne faudrait pas que des contestataires reprennent pied à l'université. C'est ça qu'on est en train de faire. Et donc, puisque le pouvoir aujourd'hui, il est entre les mains d'antidémocrates, de racistes, d'islamophobes, Et de pourtant, c'est néo-conservateurs. l'université, hein, c'est l'université qui a fait le signalement. C'est-à-dire, c'est pas une décision qui est venue directement, par exemple, du ministère de l'Intérieur ou de la préfecture. C'est Oui, mais l'université qui a fait un elle a cédé aux signalement. pressions. Elle a cédé aux pressions médiatiques. Aujourd'hui, les pressions médiatiques, elles sont très néoconservatrices. Je veux dire, qui aujourd'hui les médias, c'est Bolloré, il y a très peu. Enfin, les médias nationaux sont tous des médias qui sont ultra alignés sur l'agenda de la Macronie en termes économiques, et puis très alignés sur l'extrême droite. Donc voilà, si c'est eux qui font, qui donnent la mesure qui font la propagande politique de ce pays, eh bien, on a effectivement de plus en plus d'universités qui cèdent, d'autant que l'université encore elles-mêmes ne sont pas indépendantes, elles sont elles-mêmes raccrochées comment dire, aux subventions, au financement de l'État. Bon, ben voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, Holly, à toi sur la question de, puisque comment dire, Julien Terry, donc d'une certaine manière, est accusé d'antisémitisme derrière cette publication. Donc, tu rappelais son intégrité et voilà une instrumentalisation de l'antisémitisme. Tu avais déclaré aussi il y a quelques mois qu'il était, selon toi, plus important de lutter contre l'antisémitisme, pardon, que contre son instrumentalisation. Est-ce que il faudrait pas inverser la chose? C'est-à-dire, en gros, en luttant contre l'instrumentalisation de l'antisémitisme, c'est aussi une manière de réduire et de lutter contre l'antisémitisme, puisque aujourd'hui, tu rappelais comment dire, toutes les mesures de représailles administratives qui avaient été prises, apologie de terrorisme, voilà, c'est l'accusation. On recevait récemment Yamin Makri des éditions Tawhid, qui a été convoqué en justice pour ça, qui a fait de la garde à vue, ses comptes sont gelés, Omar El Soumi, pareil, enfin il y a beaucoup de personnes. Est-ce qu'aujourd'hui il ne faudrait pas inverser plutôt la chose en disant que lutter contre l'instrumentalisation de l'antisémitisme, dont justement Julien Terry est la dernière victime, hein, parmi tant d'autres anonymes, c'est la manière la plus efficace de lutter contre l'antisémitisme, en sachant, pour conclure la question, qu'on peut pas. Alors l'antisémitisme, il existe au niveau individuel, c'est-à-dire de manière individuelle, il y a des expressions antisémites, ça c'est incontestable, mais on peut pas parler non plus de résurgence de l'antisémitisme tel qu'on l'a connu, c'est-à-dire comme phénomène social, collectif, structurel. Voilà, donc quelle est ta position Alors, je commencerai par dire que de la même manière que le féminisme ou le sexisme sont des prétextes, les juifs sont aussi des prétextes. Moi, je pense qu'on s'en fout complètement des juifs en France. Parce qu'il y a un antisémitisme, et je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord sur le fait que l'antisémitisme soit résiduel. Parce que je pense que tant qu'il y a du racisme structurel, il y a de l'antisémitisme, en fait. Il n'apparaît pas de la même manière. Alors, c'est pas parce il apparaît de manière philosémite qu'il n'y a pas d'antisémitisme. Et l'antisémitisme est structurel en France parce que le racisme est structurel, de la même manière que l'islamophobie, la négrophobie et la homophobie sont structurelles. Donc, première chose, on s'en fout, tout le monde s'en fout des juifs, parce que si on s'inquiétait des juifs ou si on s'inquiétait des femmes, eh bien on ferait des politiques de réforme pour faire par exemple qu'il n'y ait plus des politiques concrètes pour l'égalité homme-femme par exemple, et s'agissant des juifs, on ferait des politiques qui les rassurent,
sur le fait qu'ils sont en France chez eux. Or, ma thèse, et c'est celle que je défends, qui est dans le livre Contre l'antisémitisme et ses instrumentalisations, c'est que on ne peut pas, et donc je ne renverse pas, on ne peut pas lutter contre l'instrumentalisation si on ne lutte pas contre l'antisémitisme. Donc je reste sur ma position. Bien sûr qu'il faut lutter contre l'instrumentalisation de Mais l'antisémitisme. l'instrumentalisation, elle alimente l'antisémitisme. Alors oui, mais C'est elle pas, alimente... c'est pas le contraire, c'est l'instrumentalisation Non, parce non, qu'on se dit des gens utilisent oui, la religion juive ou oui, l'identité juive pour favoriser le génocide en oui, Palestine, etc. Et oui, donc c'est plutôt dans ce sens-là que ça se fait. non, oui et non. L'instrumentalisation alimente l'antisémitisme. Mais c'est pas parce que on arrêterait l'instrumentalisation qu'il n'y aurait plus d'antisémitisme. Elle l'aggrave, l'instrumentalisation l'aggrave et l'utilise de manière éhontée. Parce qu'en réalité, sur le terrain, et là je suis d'accord, il n'y a pas des flambées d'antisémitisme. C'est là où il y a plus d'islamophobie en France qu'il n'y a de l'antisémitisme. On est d'accord. Il n'en reste pas moins que aujourd'hui, l'extrême droite française, qui est puissante, a des librairies partout en France, sur le territoire, avec une production de livres parfaitement antisémites. Les mêmes qui, aujourd'hui, sous couvert de philosémitisme, sous couvert de lutte contre l'antisémitisme, sont parfaitement antisémites et sont très sionistes. Donc là, il y a un nœud ici à défaire. À défaire. Il y a un antisémitisme dans l'extrême droite parce qu'il y a un antisémitisme structurel dans l'État français. Dans l'État français. Pas que l'antisémitisme. Il y a du racisme structurel produit par l'État. L'État-nation français est structurellement raciste, racial, ce que je veux dire. Donc, les Juifs ne peuvent pas échapper à leur propre racialisation à l'intérieur de l'État français. C'est la raison pour laquelle tout le monde trouve normal de les envoyer, alors qu'ils sont parfaitement français, de les envoyer en Israël. Parce que le sous-bassement Quand vous dites idéologique vous pensez à qui quand vous dites de le les envoyer parce que sous-bassement idéologique antisémite du fait qu'Israël serait leur pays, c'est qu'ils ne sont pas français. Et pourquoi ils ne sont pas français? À cause précisément de ce que j'appelle le racisme structurel. Les Juifs sont encore une catégorie qui n'est pas considérée comme pleinement française. Je parle de ceux qui sont là, des gens qui sont venus avant les parents de Sarkozy. mais ce n'est pas l'État français qui demande aux Juifs de partir en Israël, ce sont des Juifs, enfin c'est pas tous les Juifs, hein, mais c'est une partie de la communauté juive française qui considère qu'elle est sioniste, que Israël c'est son État, c'est son pays, et qui exprime le vœu d'y aller. C'est pas l'État qui les pousse à faire ça. Alors, là, ça demanderait d'abord de longs développements, mais il faut quand même dire que les Juifs ont longtemps, très longtemps été antisionistes, donc ils sont devenus sionistes, je dirais, beaucoup d'entre eux. Oui, une très grande partie de la communauté juive. Hein. Absolument, ils sont devenus sionistes et ils sont responsables de ce qu'ils sont devenus. C'est-à-dire que là, on n'est pas, ceux qui sont sionistes, ce ne sont pas nos amis. On est d'accord. Moi, ma question, elle est bien plus profonde. C'est pourquoi ils adhèrent au sionisme alors qu'ils n'adhéraient pas au sionisme avant. Je dis, ma thèse, c'est qu'ils n'y adhèrent pas parce qu'ils n'ont pas confiance dans des pays qui sont toujours antisémites. Par ailleurs, il y a chez les Juifs, comme il y a chez les musulmans, comme il y a chez les Noirs, de la blanchité. C'est-à-dire qu'il faut revenir à Fanon, il faut revenir à Albert Memmi. Il y a de l'aliénation dans les groupes qui ont été soumis racialement. Il y a l'amour de la blanchité et l'amour de devenir un dominant. Le sionisme fait deux choses. Il donne à une communauté opprimée l'illusion de devenir un dominant avec l'État d'Israël, donc de devenir des vrais modernes, des gens qui ont le pouvoir et qui font ce que les Blancs ont fait eux-mêmes sur les Palestiniens. D'accord? Donc il y a cette espèce de fantasme d'aliénation profonde chez le colonisé, dont les Juifs sont, d'accord? Et il y a une conscience profonde que dans ce pays, on sera jamais chez nous. On ne nous aime pas, on ne nous accepte pas tel qu'on est. Ça, c'est le problème de tous les indigènes. Donc moi, je suis pas en train, c'est pas parce que je déplie et je décortique ce qui fait leur adhésion au sionisme que je leur pardonne d'être devenus des sionistes. Attention, moi je veux comprendre pour réfléchir, et ça c'est une réflexion qui est la nôtre en tant que société, et c'est pour ça que je pense que Mélenchon va dans le bon sens, et c'est pour ça qu'on peut pas dire de Mélenchon
qu'il est antisémite, c'est d'une malhonnêteté incroyable. C'est qu'au contraire, il veut faire peuple et donc d'une certaine manière déracialiser l'identité française, la déracialiser. Quand on la déracialise et que on devient une communauté politique et que la France ça devient une communauté politique, c'est-à-dire un peuple, et bien là, eh bien nous sommes tous musulmans, juifs, chrétiens, athées. Et toutes les religions d'ailleurs, peu importe toutes les religions que ce pays peut intégrer, eh bien on vient avec qui on est, avec notre histoire, et on fait peuple ensemble parce qu'on fait société ensemble et qu'on doit construire notre avenir ensemble dans un espace où le projet c'est l'égalité sociale, c'est la dignité humaine, c'est la fin des guerres, c'est la fin de l'impérialisme. Et s'il faut revenir aux limites de Mélenchon, on parlait de, c'est quoi les limites? Les limites, c'est pas simplement qu'il ne demande pas l'abrogation de la loi. C'est aussi qu'on aimerait qu'il soit un peu plus anti-impérialiste. C'est qu'il cesse de dire que la France, elle est présente sur je ne sais combien de continents. La Kadaki, c'est une colonie. Les Dom-Tom, ce sont des colonies. La Réunion, c'est une colonie. Tahiti, c'est une colonie. Donc oui, la France, elle est présente, mais parce que c'est une puissance coloniale. Et qu'il y a encore des peuples qui en souffrent de ça. Donc là, cette manière de dire on est présent sur toute la planète, à quel prix? Donc là, pour moi, il y a un problème. Il y a un problème. Bon. La France-Afrique. Il va dans le bon sens. Il fait des déclarations qui vont dans le bon sens. Mais j'ai le sentiment qu'il est plus contre l'impérialisme américain qu'il n'est contre l'impérialisme français en Afrique. Donc, pour nous, le principal impérialisme, c'est l'impérialisme français. Qui est en déclin, hein. La France est qui est en déclin aujourd'hui, c'est-à-dire bien sûr, ces dernières années, la France a dû quitter. Bon, c'était pas de son vouloir, mais oui. C'est parce que l'impérialisme français est en déclin qu'il est enragé d'une certaine manière. C'est aussi pour ça qu'il y a le retour de la nostalgie coloniale, qu'il y a une islamophobie galopante, qu'elle a besoin, la France, d'aller faire la guerre, parce que la guerre, ça lui rapporte de l'argent. Ça lui rapporte. Elle a besoin de se positionner pour des raisons bassement économiques, pour des raisons de maintien de l'ordre colonial. Voilà, c'est ça qu'elle est en train de faire. Donc nous, évidemment, c'est un projet qu'on doit combattre, mais nous, c'est pas parce qu'on connaît et qu'on combat l'impérialisme principal, qui est l'impérialisme américain, qu'il faut fermer les yeux sur le nôtre. Et nous, il se trouve qu'on est en France. Voilà. Alors pour conclure cet entretien, Houria, je voulais te poser une question sur l'antiracisme et te donner quelques exemples sur le fait que est-ce que l'antiracisme d'une certaine manière n'est pas devenu aujourd'hui obsessionnel, voire peut-être parfois inquisitorial. Alors je pense à quelques affaires récentes, par exemple la dernière sortie de François Bégodeau sur notre chaîne justement Mizane TV, qui lui a valu des accusations de négrophobie pour avoir dit que le sureffectif de joueurs noirs dans l'équipe de France, c'est dommage de ne pas voir des joueurs maghrébins ou blancs. Voilà. Alors un autre exemple, par exemple Michel Collomb qui a été accusé d'antisémitisme par l'UJFP, qui avait boycotté pour cette raison, pour la présence de Michel Collomb, un meeting d'urgence Palestine. Donc Michel Collomb, anti-impérialiste de gauche, avec qui travaille Saïd Bouamama, que tu connais bien et avec qui tu fais des conférences. Et aujourd'hui, on a Julien Terry, voilà, qui est accusé d'antisémitisme. Est-ce qu'on n'assiste pas à un climat de dérive, une forme de dérive, je dis pas que c'est volontaire, mais objectivement, à une forme de dérive de l'antiracisme qui deviendrait presque inquisitorial. Qu'est-ce que tu penses de ce climat? Alors, je ne mettrai pas déjà les trois affaires sur le même plan, parce que Julien Terry, il est accusé par le pouvoir, oui. Par le pouvoir en place. Oui. C'est pas la même chose que Bégodeau, qui est accusé par des antiracistes, ou l'UJFP qui accuse Michel Collomb. C'est quand même deux choses complètement différentes. Donc, ça n'a strictement rien à faire. Le premier, on en a parlé, c'est Julien Terry. J'ai dit ce que j'avais à dire là-dessus. Sur Michel Collomb, moi, je ne suis pas Michel Collomb, je ne sais pas ce qu'il raconte. Et je sais. Et là, j'aimerais avoir des éléments matériels pour l'accuser de quoi que ce soit. Moi, je refuse de l'accuser d'antisémitisme parce que je ne sais pas de quoi on parle et je n'ai pas personnellement des preuves. Si l'UJFP le fait, l'UJFP est une association sérieuse. Donc moi, j'aimerais avoir un débat avec eux pour savoir exactement ce qu'on lui reproche, parce que Saïd Bouamama lui-même n'est pas du tout soupçonnable
d'accointance avec Ni l'antisémitisme. Urgence Donc, Palestine, hein. Ni ni Urgence urgence Palestine. Palestine. Et moi, j'ai totalement confiance à Saïd Bouamama. Donc là, il y a quelque chose que moi, je ne comprends pas. Et donc, je ne porterai aucune accusation sur Monsieur Collomb, parce que vraiment, je ne sais pas ce dont on l'accuse, très sincèrement. Mais j'aimerais bien j'aimerais bien en savoir plus et que l'UJFP me donne des preuves. Je ne sais pas. Alors, si c'est quelqu'un qui, par le passé, a pu dire des conneries, en admettant, a pu avoir ou avoir disons, une prise de position antisémite. C'est tout à fait possible. Mais c'est comme tout. Mélenchon était islamophobe. Aujourd'hui, il l'est plus. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi des parcours. Je ne peux pas, moi, condamner quelqu'un toute la vie. Toute la vie, c'est pas possible. Si ce monsieur dit aujourd'hui, fait des provocations antisémites, ça serait très grave. Mais j'ai l'impression que je le saurais. S'il en a dit dans le passé, et qu'il n'en dit plus, et qu'il est capable de s'exprimer là-dessus, et de faire amende honorable, et de dire j'ai dit des conneries, c'était de l'antisémitisme, et je le regrette. Non, mais une déclaration antisémite, c'est une déclaration qui est identifiable comme telle. Hein. C'est pas quelque chose qu'on interprète. Et Mais, bon, mais, je, il semble pas mais qu'il y ait moi, eu de telles déclarations. mais voilà, c'est pour ça que je déplie, parce que j'aimerais en savoir plus. Moi, je dis juste quelles sont les conditions qui feraient que moi, je pourrais qualifier quelqu'un d'antisémite ou pas, ou qui ferait que je pourrais pardonner à quelqu'un ou pas. Ma position, c'est celle-ci. Et Bégodeau, alors? Bégodeau. Ben, sur Bégodeau, il fait preuve de franchise, mais d'une certaine manière, comme nous, dans le mouvement décolonial, on le fait depuis longtemps. Nous, dans le mouvement décolonial, nous disons une société est raciste ou ne l'est pas, et que à ce titre, nous sommes tous plus ou moins racistes. C'est tout. Et en fait, personne n'est affranchi du racisme, et personne ne se libère individuellement du racisme. Quand on est dans une société raciste, c'est Fanon qui nous l'apprend, eh bien, on est traversé par des sentiments racistes. Et personne. Et raison pour laquelle j'ai commencé mon livre contre l'antisémitisme et ses instrumentalisations avec la phrase suivante: je suis la personne la moins antisémite de France. Et je m'explique. Et je l'assume d'ailleurs. Mais je ne dis pas je ne suis pas antisémite. Oui, mais ça veut dire quoi? Oui, mais ça devient un peu totalitaire, parce que on a l'impression que c'est totalitaire. Tout le monde est raciste, tout le monde est Oui, antisémite. Ben, oui, non, enfin, je veux dire, on perd de sens, ça non, disqualifie un peu enfin, on perd le contenu du sens, parce que non, ça va plus qualifier une injure ou une agression ou quoi que ce soit. Ça non, va devenir quelque chose d'un peu totalitaire quand même. non, pas du tout. Absolument pas. Ça veut dire qu'on n'est pas propre, on n'est pas clean. Ça veut dire qu'on n'est pas pur. Et ça, je suis désolée, on doit même non, mais je veux dire, même là, je vais pas faire ma théologie à deux balles parce que je suis pas qualifiée pour, mais je veux dire, en tant que musulmane, je sais que je ne suis pas parfaite, déjà d'une part, et donc je ne peux pas dire je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. C'est faux. Et je le dis d'autant plus que nous sommes dans des sociétés qui sont trop anciennes et dans lesquelles le racisme est trop structurel pour s'en croire nettoyé. Ce que dit Bégodeau, et ce que je dis, et ce que nous disons, c'est que on est traversé par des sentiments racistes. Ce qui est important, c'est pas d'être traversé, parce que ça, c'est presque quelque chose de normal. C'est de le reconnaître, mais de ne pas le reproduire. Et c'est quoi la meilleure manière de ne pas le reproduire? C'est déjà de le reconnaître. Et ensuite, ce qui compte, c'est où on est situé politiquement. Moi, je ne cherche pas à savoir, au fond du cœur de Mélenchon, est-ce que vraiment il n'est plus islamophobe? Parce que si je devais chercher et trouver de l'islamophobie dans le cœur de Mélenchon, j'en trouverais. Le prophète lui-même, puisque vous parliez de l'islam, le prophète lui-même a dit: je n'ai pas été envoyé pour sonder les reins des gens, le cœur des gens. Voilà. Magnifique. Magnifique, c'est exactement ça. En revanche, qui es-tu, que fais-tu? Mélenchon, qui es-tu, que fais-tu? Bégodeau, qui es-tu, que fais-tu? À ma connaissance, Bégodeau ne vote pas Front National. À ma connaissance, Bégodeau est une personnalité d'extrême gauche, de la gauche radicale, qui lutte, enfin qui se positionne très clairement contre le racisme, contre le sexisme, il le dit lui-même. Donc c'est une dérive pour vous. Alors même qu'il avait fait une blague sexiste à notre ami Ludivine Bantini, il se positionne lui comme je veux dire, il y a une blague sexiste qui lui a échappé. Bon, il a reconnu que c'était une connerie, mais en même temps,
il se positionne contre le sexisme. Donc je suis désolée, c'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est qui es-tu, que fais-tu. Donc où tu es situé dans le champ politique, c'est ça qui compte. Donc Et c'est une si dans dérive. C'est une dérive pour vous, ces accusations de négrophobie, Bégodeau est raciste. complètement. Ah non, non, Mais non. Moi, ouais, moi, j'adhère pas du tout à l'idée d'accord. que Bégodeau est négrophobe. Qu'il reconnaisse qu'il est traversé par ça, c'est une honnêteté de sa part et c'est aussi un dépassement de cette problématique. Mais pour moi, c'est la meilleure manière de guérir de ça. Au contraire, c'est bien. Il faut l'encourager. Et j'ai absolument, jamais je l'accuserai de ça. Je pense que les négrophobes sont ceux qui tiennent aux structures négrophobes de la société et ceux qui militent dans des organisations racistes. Maintenant et je dis ça tout en disant, nous sommes tous Ouais, négrophobes je sais pas si tous nos auditeurs apprécieront de découvrir qu'ils sont tous racistes. Enfin, mais eh bon. ben, ils sont obligés de le reconnaître. Je suis désolée, c'est une maturité qui consiste. C'est comme si un homme me disait, moi, je ne suis absolument pas sexiste. Pardon. Non, c'est pas vrai. Un homme, il est élevé avec un mandat de masculinité dans des sociétés hétérosexistes. C'est tout. Et il peut pas dire, pas sexiste. C'est pas possible. Il l'est forcément à un niveau ou à un Alors autre. comment vous définissez le sexisme précisément pour qu'on comprenne bien? Mais mais un truc tout banal, qui est par exemple le partage des tâches ménagères. Bon, c'est un truc banal, mais qui a été dévolu, pas de tout temps, pas de tout temps, dans une histoire récente qui a été dévolue aux femmes. Les tâches ménagères, pas de tout temps, je le répète, ça n'est pas du tout quelque chose d'universel. Faire correspondre les tâches ménagères au genre féminin, c'est quelque chose qui est situé historiquement. Bien, eh bien, dans nos sociétés, ce sont les femmes qui endossent et qui sont chargées des tâches ménagères. Dans les années 70, il y a eu un mouvement féministe qui a dit on en a marre. Il faut changer ça. Donc, soi-disant, la France est devenue féministe, etc., etc. Eh bien, en 40 ans, les tâches ménagères, le partage des tâches ménagères est passé de 0 à 3%. De 0 à 3%. Ben ça veut dire que le partage des tâches ménagères, c'est les femmes qui doivent non seulement travailler à la maison, s'occuper des enfants et travailler à l'extérieur. Ça veut dire qu'elles ont une charge morale, mentale, qui est supérieure à celle des hommes parce que les deux travaillent, mais à la maison, il y en a un qui travaille plus que l'autre. Ça, c'est du sexisme. Ben, je suis désolée. Je veux dire, moi, je ne suis pas spécialement réputée pour être féministe parce que je fais une grande critique du féminisme blanc. Donc, je veux dire, je ne suis pas en train de donner ici une leçon de féminisme. Moi, je suis une militante décoloniale et les questions de genre, pour moi, elles sont beaucoup plus compliquées que dans le monde blanc. Par conséquent, c'est pas une leçon de féminisme que je suis en train d'expliquer. Qu'est-ce que le sexisme? Et donc, un homme qui me dirait aujourd'hui, je ne suis pas sexiste ou je n'ai rien de sexiste qui me traverse, je dis tu mens. En revanche, un homme qui milite pour plus d'égalité salariale entre les hommes et les femmes, ce qui est quand même la moindre des choses. Il n'y a pas de raison que les femmes soient sous-payées par rapport aux hommes, ce qui est le cas aujourd'hui en France. Quelqu'un qui ferait cet acte-là, eh bien, c'est un homme qui se bat contre cette inégalité-là. Qu'il soit lui traversé par des réflexes sexistes, c'est une chose, mais qu'il milite contre cet ordre-là, c'en est une autre. Et c'est donc ça qu'il faut apprécier. Mais ça n'empêche pas que je vais considérer qu'il est traversé par des réflexes sexistes parce que c'est structurel. C'est tout, c'est ça que je suis en train de dire. C'est pareil pour le racisme. Donc, ceux qui attaquent Bégodeau parce qu'il est honnête, ils ont tort. Ils ont tort. Parce que c'est pareil, c'est cet acte qui consiste à penser que les humains sont purs. Les humains ne sont pas purs. Et il a raison de reconnaître qu'il n'est pas pur sur ce plan-là, comme sur aucun autre plan d'ailleurs. Et j'ajouterais que se croire pur, d'une certaine manière, c'est presque Il ne s'agit pas de se considérer comme pur, mais c'est de pas essentialiser l'homme. De pas essentialiser l'homme en en faisant un être impur. Ce n'est pas l'essentialiser. Ouais, Non, voilà. ce n'est pas l'essentialiser. J'explique pourquoi. C'est parce que je dis on est traversé. Mais être traversé, ça ne veut pas dire qu'on est essentiellement ça. Ouais. On est traversé par des sentiments racistes,
par des réflexes sexistes. On est traversé, ce qui est très différent. Mais comme on est traversé par d'autres choses, par l'amour du libéralisme. On est tous programmés pour admirer finalement le modèle capitaliste. Et ça, c'est le moule culturel et social dans lequel on a tous évolué, quoi. Mais oui, mais c'est comme tout C'est un le monde. déterminisme, quoi, d'une certaine manière, Mais pratiquement. c'est un déterminisme comme tous les autres. Ce sont tous des déterminismes. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toi, Folia, donc pour toutes ces analyses, ces éclaircissements, ce débrief qu'on a fait. Tu nous as accompagnés sur Mizzen TV, pour une émission qui était consacrée, je le rappelle, à la prestation de Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale et aussi à l'affaire Julien Terry. Je remercie tous nos auditeurs pour leur fidélité. Je les invite à nous soutenir, likez, abonnez-vous à la chaîne. C'est très important dans ce soutien. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement. Il y a un lien qui est indiqué dans la présentation. Et je vous donne rendez-vous donc très prochainement pour un autre entretien sur Mizzen TV. Merci. Merci.